et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet du harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Margot Deshage, enseignante, chercheuse et auteure de ce livre qui s'appelle À l'école des mauvaises réputations, dont on va parler ensemble. Bonjour Margot. Bonjour Coralie. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter un petit peu? Oui, alors bon déjà merci beaucoup de m'avoir invitée à ce sommet du harcèlement. Donc moi je suis maîtresse de conférence à l'université Grenoble-Alpes, à l'INSPE, donc je forme les futurs enseignants. Et j'ai réalisé ma thèse à Sorbonne Université, que j'ai soutenue en 2020, sur la question du harcèlement, cyberharcèlement. Et donc c'est ce livre que vous venez de présenter, eh bien c'est le fruit de ces recherches-là. Oui, et je dois dire, je vais le dire en toute honnêteté, que c'était pas facile pour moi de le lire, pas seulement à cause du côté un peu recherche et un peu, on va dire technique, qui rend le livre peut-être moins accessible, mais ça c'était pas un problème. C'est plutôt pour ce que ça dépeint. Il a fallu que je fasse des pauses parce que parfois je me disais c'est pas possible qu'on vive dans un monde comme ça, quoi. Et donc il a fallu que je m'arrête de temps en temps pour un peu digérer ce que je lisais. Donc j'imagine que ça a dû être difficile pour vous d'avoir ces 2 années d'immersion dans les collèges, comme vous l'avez fait pour pouvoir mener cette thèse. Oui, complètement. En fait, c'est vrai que une remarque qu'on m'a souvent fait, que mon travail était sombre, ou en tout cas dépeignait une vie adolescente sombre. Et en effet, je me suis rendu compte en faisant ces recherches, en côtoyant les élèves, que quand on grandit, on oublie pas mal de choses de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Par exemple, si vous avez l'occasion d'y entrer, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de violences physiques, comme ça saute aux yeux. Et quand on creuse un petit peu, donc on essaye de voir ce qu'il y a derrière, là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, de la colère, de la tristesse, parfois de la jalousie, des rivalités. Et c'est un petit peu ça, à mon avis, la source de nombreuses violences dans les établissements scolaires. Mhm. Oui, c'est vrai, mais et c'est marrant parce qu'en vous écoutant, je repense à un moment où il y a eu quelques mois dans ma vie où j'ai fait l'école à la maison et je me souviens de moments où on était à la Villette avec mon fils et qu'on voyait des groupes scolaires de jeunes qui passaient et j'étais marquée par ça, cette espèce de tension, de se pousser, de s'agresser et je me disais mais ils passent leur journée dans une ambiance comme ça doit être terrible. Donc c'est Ouais. effectivement ce qu'on voit. Ouais. Ok. Alors, votre thèse, votre livre, je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui, peut-être les deux, Oui, s'appelle oui, vous À pouvez. l'école des mauvaises réputations. Quel lien faites-vous entre les réputations et le harcèlement scolaire? Alors la réputation, c'est le concept que j'ai choisi voilà, pour analyser un peu la structure sociale des établissements scolaires. La réputation, je la définis comme ça, c'est la synthèse des jugements situés à l'égard d'une personne. Alors, pour le dire de manière plus simple, c'est un phénomène de communication. Je vais donner mon avis, mon opinion, mon jugement sur telle ou telle personne. D'autres personnes vont donner leur propre jugement et la confrontation de ces discussions à l'égard de cette personne va amener à une image sociale qui est la réputation qui vient se cristalliser. Et donc, ça peut passer par des rumeurs, ça peut passer simplement par des discours, des regards, etc. Et donc, cette réputation au collège, c'est un élément qui est très important pour les élèves, puisque c'est un moment, le collège, où on passe de la primaire où on n'est pas nombreux, au collège qui est plus grand, donc on change d'amis, il y a une reconfiguration des sociabilités, une extension des sociabilités, on essaye de se faire de nouveaux amis, et pour se repérer là-dedans, bah, c'est pas forcément très simple. Il va falloir avoir un avis sur ce qu'on va fréquenter, sur qui est fréquentable ou non. Et pour se faire un avis, bah, c'est pas aussi facile que dans la vie d'adulte parce que les jeunes n'ont pas encore de statut social. Ils n'ont pas de métier, pas de diplôme, pas de statut matrimonial, ce qui fait que entre eux, ils vont avant tout se juger sur les apparences et les attitudes, et c'est ça qui va créer la hiérarchie dans les groupes. Et bon, jusque-là, rien de très surprenant, mais tout se complique au moment où les jeunes vont perdre leur réputation. Au moment où ils perdent leur réputation, ils deviennent infréquentables, ils sont mis à l'écart. Et là, toutes les recherches internationales tendent à montrer qu'il y a un lien très fort entre l'isolement, le fait qu'on n'ait pas d'amis, et l'exposition aux violences, toutes sortes de violences. Et les collégiens sont très au fait de ça, ils le savent, ils le
règne, il y a une certaine congruence dans leur esprit entre la figure du sans-ami et la figure de la victime. On m'a dit clairement, si tu as un sans-ami, c'est que tu es une victime. Donc, moi, je cherche à être populaire. Voilà, c'est le discours qui m'a été rapporté par des sixièmes. Et donc, une fois qu'on a une réputation négative et qu'on est isolé, on s'expose à des violences répétées qui peuvent prendre diverses formes, qui peuvent prendre la forme de violences physiques, de violences verbales, de violences relationnelles, de violences sexuelles. Ces violences, elles peuvent avoir lieu dans l'espace présentiel, au sein du collège, aux abords du collège, et aussi dans l'espace numérique sur les réseaux sociaux. Et voilà, en fait, en utilisant le concept de réputation, je voulais donner une explication sociale au phénomène de harcèlement. Parce que souvent, quand c'est traité, le phénomène de harcèlement, on tend à psychologiser beaucoup et à dire, voilà, c'est une victime faible, c'est un auteur agressif, etc. Mais il n'y avait pas d'explication un peu globale du phénomène social et c'est ça que j'ai essayé de faire. Oui, alors c'est quelque chose sur lequel on fait bien d'insister. Enfin, merci de le souligner. C'est-à-dire que là où il y a une- là où pour moi c'était vraiment intéressant de vous recevoir dans ce sommet, c'est aussi parce que vous avez un angle d'approche qui est différent, cet aspect sociologique plutôt que psychologique dans cette vision du harcèlement, et donc oui, un regard un peu différent et une explication un peu différente. Mm. Merci de le dire. Et alors justement, dans cette analyse sociale, ce qui est quand même très marquant en lisant votre livre, c'est cette distinction du genre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pour vous cette construction de la réputation, elle est vraiment très liée au genre et à la sexualité, ou du moins aux attentes. C'est-à-dire que la réputation dépend de à quel point les jeunes se conforment à ce qu'on attend d'eux, et ces attentes, elles sont très liées au genre et à la sexualité. Oui, en fait, la réputation, du coup, c'est vraiment la synthèse des jugements. Et qui dit jugement, dit derrière valeur. Et donc, à l'adolescence, on est en train, c'est le moment de la puberté, le corps change. Donc ça, c'est d'un point de vue biologique, peut-être psychologique, mais il y a aussi du point de vue social, ces moments d'entrée dans la vie, ou du moins d'entrée plus poussée dans la vie amoureuse, avec les premiers flirts et les premières relations qui peuvent prendre la forme de couple ou d'autres choses. Et donc, cette entrée dans la vie amoureuse, c'est une occasion de performer le genre. Et ici, autour du genre, donc de montrer aux autres, de montrer devant tout le monde, parce que les couples, ils se font rarement dans un coin, en fait, c'est un processus, finalement, il y a beaucoup d'intermédiaires pour former les couples, etc. Donc tout le monde est plus ou moins au courant. Et derrière ça, en fait, il y a des attentes très fortes euh, de, euh, de respect d'un certain ordre du genre, avec des personnes de sexe féminin qui seraient féminines et qui seraient attirées par les garçons hétérosexuels, de personnes de sexe masculin qui seraient, qui performeraient une identité masculine, qui seraient aussi attirées par le sexe opposé, donc les filles qui seraient aussi hétérosexuelles, et avec une hiérarchie entre ces deux pôles, avec les garçons qui devraient, d'une certaine manière, dominer les filles. Donc cet ordre du genre, il tend à créer un double standard avec un double standard d'attente, c'est-à-dire on n'attend pas la même chose des filles et des garçons. Pour les filles, on va plutôt attendre, alors vous allez me dire c'est très stéréotypé, mais le collège est un milieu très conformiste. En fait, on apprend à être ce qu'on attend de nous et après on commence à questionner, ça prend du temps. Donc les filles, on attend qu'elles soient du côté des sentiments, qu'elles parlent d'amour, etc., mais pas du tout de désir, et qu'elles aient plutôt une bonne conduite, qu'elles respectent les normes des adultes. Si elles transgressent ces attentes, eh bien, elles risquent de recevoir un stigmate, excusez-moi du mot, de pute, mais c'est les mots qui sont employés. Pour les garçons, on attend d'eux qu'ils affichent leurs désirs à l'inverse, donc qu'ils ne soient pas du tout dans les sentiments. Souvent, quand ils commencent à parler de sentiments, ils peuvent avoir des problèmes au sein de leur groupe de garçons. Et qu'ils soient plutôt dans la transgression des normes des adultes. Donc en gros, qu'ils montrent qu'ils soient capables de créer eux-mêmes les normes. C'est ça qui fait qu'ils sont dominants, entre guillemets. Et s'ils ne sont pas dans l'exposition des désirs et dans la transgression des normes, tout de suite, on va les suspecter d'homosexualité, on va les traiter de PD ou bien on va leur dire qu'ils sont efféminés. Et
Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, si bien qu'il y a une forme de polarisation des réputations. C'est-à-dire que avoir une mauvaise réputation, ça ne veut pas dire la même chose qu'on soit une fille ou qu'on soit un garçon. Une fille qui a une mauvaise réputation, qui est associée à ce stigmate de pute, eh bien, elle va être écartée, mise à l'écart et subir tout un tas de violences qui peuvent être interprétées comme du harcèlement. Et on va aussi penser que leur corps appartient à tout le monde, donc on peut se permettre de les toucher autant qu'on veut, etc. Enfin, il y a vraiment, voilà, une déshumanisation des filles qui sont associées à ce stigmate. Du côté des garçons, quand ils ont une mauvaise réputation, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt associés à la figure du caïd, à la figure du dur, quoi. Et ils vont être craints à la fois et populaires de la même façon. Alors ça, c'est au sein du groupe. Bien sûr, quand on parle aux élèves de manière individuelle, on se rend compte qu'ils sont un peu critiques, même très critiques de ces stéréotypes, de ces stigmates qui sont apposés aux différentes personnes. Ils disent par exemple que sur Internet, ils pourraient aller parler aux filles voilà, qui ont une mauvaise réputation pour les aider, mais pas devant tout le monde. Et ils disent que les garçons, voilà, ils les suivent, mais parce qu'ils ont plutôt peur que ces garçons parlent mal d'eux ou bien bah, les maltraitent d'une manière générale. Oui, c'est ça, on voit, il y a plein de choses qui naissent en vous écoutant, donc je sais pas quel fil j'ai envie de tirer en premier, mais c'est vrai qu'on voit aussi une différence dans les relations garçon-fille en présentiel et en ligne, en groupe, en individuel. Vous donnez des exemples de filles qui expliquent qu'elles peuvent très bien échanger via Snapchat après l'école avec des garçons de façon individuelle, mais que le lendemain au collège, ben là, il n'est plus question de se parler ou alors en s'insultant quasiment. Ouais. Oui, parce que avec ce double standard vient une attente qui est commune aux filles et aux garçons, c'est l'entre-soi. Les filles, on attend des filles globalement qu'elles restent entre elles et des garçons qu'ils restent entre eux. Alors, il y a des exceptions au collège, parfois les gens se mélangent, mais c'est quand même des exceptions, ça arrive rarement. Et quand il y a des filles qui naviguent vers les groupes de garçons, des garçons qui naviguent vers des groupes de filles, ils sont tout de suite suspects. Au moment de ma thèse, on appelait ces personnes les mecs à meufs, les meufs à mecs. Maintenant, c'est les bandeurs de gadgets. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Non. ces expressions. Et donc, c'est des expressions très péjoratives. Et dès lors voilà, ils sont pris sur le fait dans les établissements scolaires, et ben, ils peuvent subir des menaces. Ils sont suspectés d'être dans des situations de drague. Alors que sur Internet, il y a un espace où on peut tenter en aparté de expérimenter des nouvelles relations, des nouvelles manières d'exprimer son genre, euh, jusqu'à ce que voilà, ce soit autorisé en public. En fait, ce qui est quand même effrayant dans tout ça, c'est que ce que j'entends, c'est donc ce côté très binaire des attentes globales, le garçon hétérosexuel et qui doit afficher son désir, la fille qui, elle, doit être sage, etc. Et on se retrouve avec une espèce de pression, j'imagine que pour eux, de manière individuelle, comme vous le dites, entre les groupes et les entretiens, ils n'ont pas tout à fait le même jugement par rapport à cette attente, une attente qui est, en fait, ce qui est perturbant là-dedans, c'est à la fois on imagine la pression que ça doit être et donc la difficulté pour eux de vivre ça, et à la fois c'est, entre parenthèses, auto-infligé, c'est-à-dire que ils sont acteurs de... Quelle est l'entité intouchable qui impose ces normes-là? C'est la société, quoi. Eh bien, quand on prend les enquêtes de victimation et qu'on compare selon les niveaux, vous savez qu'il y a des enquêtes voilà, sur les violences scolaires qui se déroulent CM1, CM2, au collège et au lycée. On remarque qu'au collège, c'est le moment de la scolarité où les jeunes subissent le plus de violences psychologiques. Donc, ces violences psychologiques, on appelle ça en sociologie le contrôle social. Et le contrôle social, bah, c'est à travers des jugements, à travers des insultes, à travers des surnoms. On va toujours rappeler les jeunes à la norme. Ce qui fait que ce rappel à la norme, à force, ça produit une intériorisation de la norme, une forme d'autocontrôle chez les individus.
Alors, cette intériorisation, elle n'empêche pas qu'on se questionne sur cette norme, mais on va essayer, pour ne pas être isolé et devenir le sans-ami, donc la victime, de se conformer à cette norme, voilà, tout simplement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, peut-être que cette entité-là qui plane au-dessus des jeunes, c'est la peur. C'est peut-être la peur qui est très forte, la méfiance qui est très forte au collège. Alors moi, je croyais naïvement qu'on avait quand même pas mal évolué sur ces questions-là, parce que finalement, ces normes-là auxquelles il semble devoir obéir, c'est un héritage du patriarcat. Alors je sais qu'on vit dans une société qui est encore patriarcale, mais je pensais quand même qu'il y avait plus d'ouverture, en particulier ce qu'on vient de dire sur, en fait, des deux côtés, en réalité, le côté, l'homosexualité typiquement chez les garçons qui pourrait être plus acceptée qu'avant, le fait que les filles aient moins besoin de se tenir à leur rôle avec toute la vague du MeToo, etc., qui a quand même aidé les filles à prendre un peu plus leur place, avec certaines initiatives qui sont prises dans certains établissements de justement arrêter de faire en sorte que le manspreading commence dans la cour d'école, où ils prennent toute la place, etc., et un peu plus de mélange. Donc, en fait, on avance, mais tout doucement, c'est ça? Avance tout doucement, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que les premières études sur les violences sexistes au sein des établissements scolaires, ça date de 2016. Donc une étude qui a été menée notamment par le Centre Hubertine Auclair. En fait, tout simplement, c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement MeToo. Avant ce mouvement MeToo, il y avait déjà des initiatives législatives de régulation des comportements, de régulation du harcèlement qui datent de 2014, la première loi qui qualifie ce problème comme un délit. Il y a eu tout un tas de choses, des politiques égalité hommes-femmes dans les établissements scolaires et au-delà, dans l'ensemble de la société, de l'administration publique, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, euh, c'est un problème de société plus large, c'est-à-dire que la société, elle est faite de valeurs parfois qui s'opposent, qui sont contradictoires, qui sont en lutte les unes contre les autres. Et donc, ce mouvement un peu féministe, progressiste qui infuse dans la société, eh bien, il subit une réponse, il subit un backlash masculiniste. On le voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas d'influenceurs qui nous expliquent comment draguer les filles, mais derrière ça, comment finalement les maîtriser et les remettre à leur place. On voit aussi dans le monde politique tout un tas de leaders politiques qui commencent à remettre en question les droits fondamentaux des femmes, par exemple le droit à l'avortement et tout un tas d'autres choses. Et ça, très tôt, les féministes nous ont avertis sur ce problème, hein. Simone de Beauvoir, elle disait que rien n'est jamais définitivement acquis, qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et peut-être même qu'on peut ajouter que chaque avancée hein, sera suivie de, de, de- d'un backlash, et donc c'est un combat perpétuel. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des avancées importantes, notamment aujourd'hui, on parle de la mise en place de l'EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais elle va être mise en place dans un contexte politique voilà, très clivé et il y a beaucoup d'hésitation autour de la mise en place de ce dispositif. Il y a des associations de parents d'élèves qui sont montées contre cette éducation. Pourtant, bon, elle est obligatoire depuis 2001, hein. Depuis 2001, on a trois séances 2001. Ah oui. en théorie obligatoires d'éducation à la sexualité par an pour chaque niveau de classe. Voilà, donc c'est un perpétuel débat en fait. C'est une construction qui se fait vraiment à l'échelle de l'ensemble de la société. Oui, d'ailleurs, c'est assez révélateur ce que vous dites, la réaction de la société face à, par exemple, cette éducation à la vie affective et sexuelle, parce que quand on y réfléchit, il y a des réactions de parents, alors que moi, je me souviens que en 2018, j'avais un fils qui était en CE1, donc on était aux 100 ans de la Première Guerre mondiale, et donc en CE1, ils ont parlé de ça en novembre, donc début de CE1. Euh, et entre autres, il y avait les détails des fusils à baïonnette. Et mon fils, en début de CE1, ça l'avait traumatisé, cette histoire de fusil à baïonnette. Et je m'étais dit, finalement, on nous pose des questions et les parents réagissent à des choses comme l'éducation à la vie affective, mais
personne nous demande notre avis pour enseigner à nos enfants qu'ils utilisaient des fusils à baïonnettes quand ils ont tous juste 6 ou 7 ans, quoi. Donc, pourquoi est-ce que la violence, c'est OK de la transmettre à nos jeunes et la sexualité ou même juste la vie affective reste tabou? Il y a vraiment un phénomène sociétal, comme vous dites. C'est une excellente remarque, c'est-à-dire qu'on peut aussi questionner les programmes scolaires, la place des violences dans les programmes scolaires, la place des discours sexistes dans les livres, par exemple, qu'on fait lire, et est-ce qu'on ne peut pas le questionner ou pas, etc. C'est pas la question de canceller, comme c'est le terme à la mode, mais en tout cas, est-ce qu'on va en discuter avec les élèves ou juste dire, ah bah, c'est l'époque, et voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des vraies questions de fond derrière. Mm. Ouais, tout à fait. Et alors, ce que vous dites, une phrase qui m'a marquée dans votre livre, c'est l'école fabrique des garçons. C'est-à-dire que vous parlez de la distinction entre les violences, et ça on le sait dans les études sur le harcèlement scolaire, c'est-à-dire que les types de violences ou les types de harcèlement subis par les garçons et les filles sont pas les mêmes majoritairement. Et vous insistez là-dessus et vous dites qu'en particulier dans les règlements intérieurs, il y a vraiment une prise en compte plus forte des violences physiques et verbales plus que les psychologiques, relationnelles. C'est très intéressant ça. Et donc, par rapport à ce que vous dites sur la norme qui fait que un garçon qui a une mauvaise réputation, c'est plutôt bien pour lui, bah, du coup, ce règlement qui limite ça, ça l'encourage encore plus à le transgresser. Et vous allez même plus loin en disant que même dans les enquêtes de victimisation, on voit encore cette différence-là, c'est ça? Alors, bon, je vais déjà Oui, être honnête pardon. sur ce point. L'école fabrique des garçons, c'est pas de moi. C'est le titre d'un merveilleux travail qui a été réalisé par Sylvie Hérald sur la punition dans les établissements scolaires, c'est son travail de thèse. Et Ok. donc, bah, je vous invite à aller lire ce qu'elle a écrit. Et donc, elle montre que plus de 90% des punitions pour atteinte à la personne et au bien sont adressées à des garçons. Et donc, ce qu'elle met en avant, c'est ça, ce problème, c'est que bah, le règlement intérieur, en fait, il se focalise sur ce que fait les garçons. Donc, il invite finalement les enseignants à leur porter attention, à les valider de manière indirecte, puisque ça peut paraître un peu étrange, comme ça, un peu paradoxal, mais quand on a une punition en tant que garçon, bah, c'est mal vu par les enseignants et par les parents, sans doute. On se fait bah, gronder pour cette punition, mais ça peut être bien vu dans le groupe d'élèves. Ça peut être une manière de faire reconnaître qu'on est capable de transgresser les règles et donc de faire reconnaître sa masculinité. Et donc c'est ça qu'elle montre, Sylvie Hérald, dans son travail. Et donc, pour aller un peu plus loin, ce que je remarque, c'est que aussi la mesure du harcèlement fabrique finalement, enfin, vient encore davantage mettre en avant ces violences physiques, puisque pour créer le chiffre du harcèlement, on comptabilise différentes victimations, différentes violences qui sont déclarées par les élèves. Donc, il y a tout un ensemble de violences physiques. Par exemple, est-ce que vous avez été bousculé? Est-ce que vous avez été frappé? Est-ce que vous avez reçu des projectiles? Est-ce que vous avez été poussé de force dans une bagarre? Tout un tas de violences psychologiques aussi. Est-ce que vous avez eu un surnom méchant? Est-ce qu'on vous a insulté? Est-ce qu'on s'est moqué de vous? Est-ce que vous avez été humilié? Et est-ce que vous avez été mis à l'écart? Donc, si on regarde dans ces violences, il n'y a qu'une seule type de violence qui concerne en premier les filles. C'est le fait d'être mis à l'écart. Et c'est une violence qui, en fait, est très difficile à punir, en fin de compte, puisque qu'est-ce que vous allez faire si l'élève est mis à l'écart? Est-ce qu'on peut reprocher à des élèves de ne pas parler à certains, etc. C'est très compliqué à prendre en charge. Mais en tout cas, ce que ça produit, c'est sur ça met le projecteur sur les violences dont sont victimes les garçons. Et quand on produit un chiffre où les garçons sont fortement victimes, eh bien, et derrière, la prévention s'ensuit et elle va être focalisée sur ce type de violence, encore une fois physique, encore une fois verbale. Et ça invisibilise tout un ensemble de violences qui sont peut-être plus liées à des violences sexistes, sexuelles, par exemple les baisers forcés. Hmm. Ça, c'est très souvent dans les cours de récréation, les élèves se forcent à s'embrasser entre eux parce que voilà, c'est des amoureux. Donc, ah, vous dites que vous n'êtes pas amoureux, mais on va vous prouver que vous êtes amoureux et on va vous pousser pour vous forcer à vous. Ça, dans le code pénal, c'est un attouchement sexuel.
Donc, c'est quand même problématique que ce type de violence-là ne soit pas sanctionné, par Hmm. exemple. Et il y a tout un tas d'autres violences liées à la sexualité qui n'est pas sanctionnée. Autre problème, c'est que cette mesure du harcèlement, elle ne correspond pas forcément à la perception subjective des élèves. Déjà, bon, bah, pour rentrer dans ces cases de violence, dans la case du harcèlement, il faut avoir 5 victimations reconnues et il faut qu'elles soient toutes à une fréquence relativement haute. Donc, on tend voilà, à jeter le voile sur les élèves qui sont harcelés, disons, modérément, entre guillemets. Bon, ça, c'est déjà un premier problème. Ensuite, quand on demande aux élèves s'ils se sentent harcelés, donc le chiffre, il est autour de... Le chiffre produit par la mesure est autour de 6%. Quand on demande aux élèves s'ils se sentent harcelés, les garçons, c'est autour de 12% et les filles, c'est autour de 15%. Hmm. Donc, il y a le problème de la minimisation et le problème de l'invisibilisation d'une certaine violence subie spécifiquement par les filles. Et donc, ici, voilà, tous les projecteurs sont... en fait, on reproduit ce qui a été fait dans le règlement intérieur, on reproduit les normes de l'école, en fait, à travers cette mesure. Et en fait, c'est pas la faute des chercheurs ici ou du ministère de l'Éducation nationale, c'est historiquement la mesure du harcèlement, elle a été construite comme ça à l'international et on a fait un travail de reprise, d'importation et on n'a pas encore pris ce temps de questionner réellement ce qu'il y avait derrière et ce que ça impliquait. Ok. Ça veut dire que si j'entends bien, dans les enquêtes de victimisation, on va repérer plus facilement les situations de harcèlement subies par des garçons parce que c'est un type de harcèlement qui est plus masculin. Ça invisibilise, comme vous dites, les harcèlements subis par les filles. Et donc, quand on leur demande leur avis, il y aurait en fait plus de filles harcelées globalement, mais en fait, elles sont pas, elles ressortent pas dans les résultats des enquêtes. À mon avis, le cœur du problème, c'est qu'on fait un gros amalgame avec ce chapeau là qui prend tout l'espace médiatique, politique, qui s'appelle le harcèlement en milieu scolaire. Dans la société en général, on parle de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et je sais pas s'il y a un terme spécifique pour les violences physiques répétées, mais en tout cas, voilà, on parle de peut-être d'acharnement, mais je sais pas le terme exact. Mais pourquoi ne pas reproduire ces distinctions dans la société scolaire? Hmm. Ah, parce que, en fait, dans les faits, elles existent. Donc ici, je pense qu'il y a une perspective de recherche et une perspective de, voilà, de mise en lumière de certains phénomènes qui sont à l'œuvre dans les établissements scolaires. Ok, je comprends ce que vous dites. Intéressant ça comme approche, ok. Euh, on a pas mal parlé des garçons, des violences, du côté physique, de transgresser les règles, etc., de leur point de vue enfin, de leur, par rapport à leur positionnement à eux et des normes. On a moins parlé des filles, alors on l'a évoqué au début, qui sont censées être plus sages et rester à leur place au risque, et puis en particulier sur ne pas exprimer leur désir sexuel au risque d'être traitées de putes, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous signalez dans le livre le fait que finalement pour justifier tous les comportements un petit peu déviants que les filles pourraient avoir et pour s'en défaire un petit peu ou du moins pour pas en avoir honte, on trouve entre guillemets pire que soi et dans chaque collège vous avez observé, dans les 4 collèges dans lesquels vous avez travaillé, vous avez observé l'existence d'une chèvre émissaire. Donc, j'ai choisi ce terme de chèvre émissaire. Bon, initialement, c'était prévu d'utiliser le terme de bouc émissaire, mais je me suis inspirée des travaux de Nancy Jay, qui est une philosophe. Et parce que finalement, les caractéristiques qu'on reproche, que ce soit aux filles ou aux garçons, c'est toujours d'aller trop vers le côté féminin. Mhm. Donc, chèvre émissaire, c'est voilà, la personne qui incarne ça. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, si les attentes sont de ne pas transgresser pour les filles, de transgresser pour les garçons, d'exposer les sentiments pour les filles, les désirs pour les garçons, etc., elles sont telles qu'elles sont, ça n'empêche pas que les filles et les garçons ne les respectent pas. Ça n'empêche pas qu'il y ait des filles qui s'affichent en couple avec leur amoureux, des garçons qui parlent d'amour dans les établissements scolaires, ou bien qui soient sages et bons élèves, etc. Ça n'empêche pas. Maintenant, euh, dans... Maintenant, à quel
dans quelle mesure ils peuvent perdre leur réputation, en fait, dans quelle mesure ces normes, le non-respect de ces normes vient les attaquer. Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il pouvait y avoir deux cas de figure. Un cas de figure un peu inconscient, phénomène de groupe, où voilà, on rigole toujours de la même personne, on joue. Vous avez sans doute entendu ces élèves qui disent, voilà, c'est pour rire, etc. Oui. Et donc, avec le phénomène du rire, on oublie d'être empathique avec la personne, et puis ça devient peu à peu, on oublie pourquoi on rigolait au départ, et puis ça devient simplement la cible des moqueries. De Ouais. l'autre côté, il peut y avoir un phénomène de conscient, de choix de faire la réputation de quelqu'un. Ils utilisent d'ailleurs cette expression faire la réputation en envoyant un dossier. Donc, quand on a des relations proches avec des amis ou en couple, on a des informations qui peuvent, s'il y a rupture de la relation, s'avérer compromettantes. Maintenant, ça prend pas forcément, ça va dépendre du statut de la personne qui va sortir le dossier et si elle est crue ou pas dans le groupe. Mais parfois, quand la réputation a pris, bah parfois c'est pas, je dirais, c'est pas une fatalité. Elle peut s'estomper au fil du temps. Mais dans tous les établissements où j'ai travaillé, donc j'ai fait des enquêtes ethnographiques dans 4 établissements d'Île-de-France, il y avait à chaque fois une personne qui incarnait un peu le anti-héros de l'établissement, cette chèvre émissaire et à chaque fois, c'était des personnes pour lesquels les stigmates se cumulaient. Et donc, qui avaient moins de ressources, en fait, pour contredire et pour être perçus comme légitimes pour contredire leur réputation négative. Donc, dans chacun des établissements, quand je demandais si les élèves, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise réputation, il y avait systématiquement un nom qui était sorti. Et c'était toujours des noms de personnes qui donc cumulaient les stigmates, c'était des filles, des personnes de sexe féminin, qui étaient racisées. Souvent, même si leur origine migratoire correspondait pas, elles étaient associées à l'origine maghrébine. Donc on les appelait des beurettes. Beurette, c'est un terme très péjoratif pour parler de filles faciles, mais d'origine maghrébine, quoi. Et elles étaient bah, soit de classe sociale très populaire, soit dans des milieux familiales peu soutenants. Parce qu'on peut être dans un milieu familial peu soutenant, dans des classes plus favorisées. Tout à Et fait. donc ça a été aussi, c'est arrivé aussi dans un cas précis. Et donc ces chèvres émissaires, elles étaient mobilisées par les garçons qui faisaient leur, et les filles qui faisaient leurs petites transgressions pour dire, attention, il y a pire que moi. Mm. Donc, si vous dites que mon comportement n'est pas adéquat, eh bien, je peux vous dire qu'il y a pire. Preuve à l'appui, très souvent, ces événements étaient diffusés sur Internet, et donc ça permettait de donner une valeur de vérité et de renforcer, voilà, bah, ce statut de chef émissaire. C'est, on peut imaginer la difficulté, enfin la vie impossible de ces chèvres émissaires. Mm. Oui, bah, très souvent, elles étaient en décrochage scolaire, elles pleuraient très souvent, je les ai vues, voilà, très souvent en larmes. Elle cherchait des sources aussi de compensation à l'extérieur de l'établissement, avec des garçons plus vieux. Enfin, c'était vraiment des parcours. Oui, ce qui renforce encore plus leur réputation. Exactement. Alors, on va parler dans ce sommet avec Jean-Pierre Bellon du concept du bouc émissaire dans la dynamique de groupe. Donc, ça va compléter avec ce principe de la chèvre émissaire. Merci d'avoir expliqué ça. Ce que j'entends aussi, parce que du coup, quand on parle de ça, c'est effectivement, ça fait froid dans le dos par rapport à la situation que peuvent vivre certaines personnes dans les établissements. Et à la fois, votre thèse se termine avec un point que je trouve très intéressant. D'ailleurs, j'en avais noté carrément tout un passage où vous parlez du fait de ne pas minimiser. euh, je vais lire exactement ce que vous dites parce que je pense il faut voir tout ça. Vous dites, vous parlez du taux de suicide, c'est ça. Vous dites, évidemment, il y a des enfants il y a des jeunes qui se suicident et on en parle beaucoup dans les médias. Le fait que le harcèlement scolaire, le harcèlement en milieu scolaire peut pousser jusqu'au suicide, et que bien sûr c'est dramatique. Et à la fois, vous mettez en face les chiffres de suicide de jeunes en face des chiffres de harcèlement et de dire que ça reste une très faible minorité. Et du coup,
Ce que vous dites, c'est focaliser l'attention sur ce risque extrême conduit à banaliser les violences, souvent sexistes, et les souffrances ordinaires, à les intégrer comme des situations tolérables, risibles, normales, voire méritées, et à les laisser s'aggraver. Oui. Alors oui, c'est un problème très compliqué en fait. J'ai eu le temps d'en parler un peu plus longuement là récemment dans un article qui est paru à Déviance et Société, qui est intitulé Rester insensible aux victimes de cybersexisme. Et donc, bon, je rappelle que le suicide, évidemment, c'est un phénomène très grave. C'est un phénomène qui est très compliqué à mesurer. C'est-à-dire que, bon, parfois, il faut faire une enquête et parfois c'est très difficile à prouver que c'est un suicide plutôt qu'un accident, etc. Donc, il faut prendre ça en compte. Moi, maintenant, ce que je voulais dire avec cette idée, c'est que très souvent, voilà, dans les médias, on va s'attacher à présenter les cas extrêmes de victimes de violences. Donc, c'est vraiment des personnes qui en sont allées jusqu'au suicide. Le suicide, s'il est lié à cette cause du harcèlement, on ne peut pas non plus prouver, être certain que c'est la seule cause. Le suicide, c'est un phénomène complexe. Il peut y avoir des causes familiales, des causes psychologiques qui viennent s'ajouter à ça. Donc on ne peut pas dire que voilà, systématiquement le harcèlement mène au suicide et puis ça serait compliqué. Et donc, un premier problème qui est lié à ça, il y a la mère de Nicolas qui est mort par suicide le 5 septembre 2023, qui avait 15 ans, qui a fait une interview et qui explique comme ça, voilà, mon fils, donc en 2023, je rappelle qu'il y a eu 4 suicides qui ont été très médiatisés, et donc lui, il arrive à la fin de cette année. Et elle dit, voilà, mon fils, il connaissait par cœur tous les 4 suicides qui avaient été présentés dans les médias. Il était persuadé que l'éducation nationale et les adultes en général ne pourraient rien faire pour l'aider. Donc la seule solution qu'il a vue, qu'il a trouvée à son problème, c'était de mettre fin à ses jours. Mhm. Donc, en fait, je pense que les médias ici et puis les hommes politiques qui utilisent le suicide pour, avec une bonne volonté, c'est-à-dire ils essayent de mettre la lumière sur un problème et dire que c'est très grave, Soit etc., pas eh minimisé, ouais. bien, peuvent ne pas servir, ne pas aider finalement les enfants qui souffrent de mal-être. Alors, en plus de ça, très souvent, le suicide, il est présenté en psychologisant les victimes, en disant, voilà, c'est des victimes qui ont été affaiblies, par exemple, ou des victimes, voilà, qui n'ont pas trouvé de ressources et des choses comme ça. Mais on ne parle jamais des rapports de force qui ont fait que la personne se retrouve dans cette situation. Mhm. Et donc, par exemple, dans l'article dont je vous ai parlé, je parle du cas d'Océane, qui, elle, n'est pas dans un établissement scolaire, c'est une jeune dans la vie active qui choisit de mettre fin à ses jours en se filmant sur Periscope. Elle se filme au moment où elle se jette sous les rails d'un RER. Et elle explique que ce choix, il est lié au fait que son ex-petite amie l'a violée, l'a filmée en la violant et a partagé ses vidéos sur Internet. Et ben, ce qui ressort dans les médias, c'est que c'était quelqu'un de fragile. Mhm. C'est pas que c'était quelqu'un victime de viol, en fait, et de divulgation non consentie d'images intimes. Donc ici, il y a vraiment un problème dans le traitement. Il y a un problème dans l'idée que ça cultive un sentiment d'impuissance, un sentiment de fatalité. Je tiens à dire, c'est qu'on peut se sortir d'un cas de harcèlement. On n'est pas victime à vie. On peut être ciblé à un moment donné et trouver les soutiens nécessaires pour s'en sortir. Et donc, quand on focalise sur le suicide, on passe à la trappe, en fait, cette idée-là. On peut passer à autre chose. Et d'ailleurs, dans la recherche, maintenant, on tend à ne plus parler de victimes, mais plutôt de cibles. On tend aussi à travailler sur les personnes qui sont harcelées un jour, qui deviennent harceleuses un autre, ou réciproquement, des harceleurs qui deviennent harcelés. Donc la réalité n'est pas figée. Et, euh, et, et, et cette question du suicide tend à la figer, c'est un vrai problème. Mhm.
Ok, alors attendez, c'est hyper intéressant. Vous avez, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous êtes en train de dire que le fait de vouloir alerter l'opinion publique sur la gravité du phénomène en insistant sur les cas où c'est effectivement dramatique comme les suicides, ça entretient cette idée que finalement on s'en sort pas parce que ça va jusqu'au suicide quand on est bloqué dans cette situation. Euh, alors que ça pourrait être intéressant de mettre en avant les cas où au contraire on s'en est sorti parce qu'il y a aussi des situations d'harcèlement scolaire dont on se sort. D'ailleurs, il y a des anciens harcelés fortement qui sont aujourd'hui, je pense à Hugo Martinez, je pense à Noémie Agrohan, je pense à Elian. Ce sont des jeunes qui ont créé des associations aujourd'hui pour aller un peu lutter contre le harcèlement et qui sont des exemples de gens qui finalement s'en sont sortis. Mais en même temps, quand on voit leur histoire, ils s'en sont sortis avec difficulté. Alors oui, complètement. Et bon, bah, c'est des personnes qui sont très courageuses parce que si on fait de son métier ou de son action militante le fait de, de parler de ce qui nous est arrivé pendant longtemps, bah, il y a des phénomènes de reviviscence qui peuvent avoir lieu. Donc on ressent à nouveau ce dont on a été victime, donc c'est très compliqué. Mais si on regarde, bon, si on en reste à l'indicateur classique du harcèlement, il y a quand même 700 000 élèves par année qui sont victimes de harcèlement, une quarantaine qui meurent, une quarantaine de jeunes qui meurent par suicide sans qu'on sache vraiment les causes de ces suicides. Donc il y a un gap énorme entre bah, voilà, les cas très extrêmes et la prévalence du phénomène. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même énormément de personnes qui s'en sortent. Et effectivement, les mettre en lumière, ce serait une bonne chose. Ouais. Ce serait vraiment... Après, ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve, c'est que effectivement, on peut en déduire qu'il y a une bonne partie qui s'en sortent, mais la question c'est comment ils s'en sortent, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent, hein, par exemple dans le cas de Noémie Agrohan, que vous entendrez également sur ce sommet, euh, une fois que le harcèlement est terminé, il y a eu des années de dépression, donc comment ils s'en sortent, comment ils sont adultes, etc. Et donc ce qu'on veut, c'est justement pas considérer que ces cas-là sont pas graves parce qu'ils sont pas arrivés au suicide, et c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est le côté insister. Donc ce que j'ai entendu là, ce que vous venez de dire sur ça transmet l'idée qu'on s'en sort pas, mais il y a aussi le fait que du coup ça minimise tous les cas qui finissent pas de façon aussi dramatique. Et ce qu'on veut, c'est pas les minimiser en fait. Oui, et ça devient tout à fait, vous avez tout à fait raison, ça devient un argument à la fois pour les harceleurs et pour les personnels d'éducation. Dans de nombreux cas, j'ai rencontré des jeunes qui se plaignaient d'être harcelés à leur harceleur et on leur a répondu, bah, tu vas pas te suicider. Des élèves qui se plaignaient d'être harcelés au personnel d'éducation et qui disaient, bah, c'est pas si grave. Des élèves qui ont tenté de déposer plainte et des policiers qui répondent, bah, tant qu'il n'y a pas de tentative de suicide, on peut rien faire. Vous imaginez le message? C'est dingue. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on prenne en considération votre... Bon, ça, après, c'était en 2000, en 2018, hein, je précise, parce qu'on a évolué autour de Ouais. la prise en charge du harcèlement, mais le message, c'était quand même, si vous voulez qu'on s'occupe de vous, faites une tentative de suicide, et après, on verra éventuellement. Bon, ça n'aide pas les jeunes, hein, mais c'est un problème. Ok. Bon, très bien. Et y a-t-il autre chose, enfin, il y a forcément d'autres choses, mais quelque chose qu'on voudrait absolument pas rater dans cet entretien? Ben, je pense que vous avez fait le tour de toutes questions. C'était très bien. Voilà, je ne sais pas si vous avez Non, moi une question supplémentaire. j'ai quand même une question un peu plus peut-être, euh, j'allais dire personnelle, c'est pas personnel par rapport à votre personne, c'est plutôt sur votre opinion, c'est est-ce que vous avez quand même de l'espoir face à tout ça? Oui, je pense que bah, bon, c'est devenu un phénomène de société, on en parle beaucoup. Euh, on est conscient un peu des remèdes qu'il pourrait y avoir, par exemple plus d'accompagnement psychologique dans les établissements ou autour. Il y a ce programme d'EVARS qui est en train d'être mis en place, d'être formalisé, qui va être lancé à la rentrée, qui est toujours perfectible, mais il y a vraiment, c'est noté à l'agenda politique qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut prendre en charge le problème. Les parents sont de plus en plus sensibilisés, les élèves savent de quoi on parle quand on parle de harcèlement. Donc, il suffit pas de savoir pour ne pas commettre ou pour se reconnaître en tant que cible de harcèlement, mais on a quand même énormément avancé depuis le moment où j'ai commencé ma thèse, où là, c'était très balbutiant.
Et donc oui, je suis plutôt optimiste. Ok, chouette. Bonne façon de terminer cet entretien. Merci beaucoup en tout cas, Margot, pour votre présence et vos partages. Merci à vous. J'ai été vraiment honorée que vous soyez d'accord pour participer à cette édition du sommet. Donc, ben, merci pour ça. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont apprécié cet entretien et qui ont envie de le réécouter, vous pouvez vous procurer le coffret du sommet pour pouvoir avoir accès non seulement à cet entretien qui restera en ligne, mais à tous les autres également. Et on vous dit à bientôt.